J'avais envie à mon échelle, avoir un impact sur les femmes, d'aider les femmes. J'avais envie de pouvoir faire avancer les choses. Moi, là-bas, je suis une personne créative. Je me suis jamais dit, initialement, voilà, je vais faire une marque éco-responsable, et ça a coulé de source. Ça donne un sens incroyable à ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des matières, et c'est un enjeu fondamental. Il faut recycler, bien évidemment, pour lutter contre ce gaspillage industriel textile. Mais on parle un peu moins des hommes, je trouve. Et nous, c'est vraiment cette balance sur ces deux sujets-là qui sont tout autant fondamentaux l'un que l'autre. C'est con, on parle de vêtements, donc si t'as envie d'une robe rouge, je sais pas, avec des volants drapés, etc., tu peux la chercher pendant 15 jours, le temps de la trouver. T'as pas besoin d'en acheter une que tu trouves directement, qui est neuve. Aujourd'hui, je pense que toutes les marques qui vont se créer ont un devoir moral de faire de leur mieux, ou en tout cas avec un engagement. La clé essentielle du féminisme, je pense, c'est la notion de sororité. Et ça, je l'ai beaucoup développé dans mon travail, avec les femmes avec lesquelles je travaille, mes clientes essentiellement. Et en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans ce métier. Quand j'ai eu des bébés, je me disais, mais c'est quand même dingue, on leur met du benzène sur la peau, quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, si un jour je devais faire quelque chose, je ferais des vêtements où il n'y a pas de produits, dans lesquels il n'y a pas de produits chimiques pour les bébés. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Une discussion avec des femmes entrepreneurs, stylistes, créatrices, mannequins, des femmes bien décidées à se battre pour faire bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de la mode sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi une production humaine, transparente et moins polluante pour notre planète. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je dresse le portrait de ces femmes engagées. Et cette semaine, on va parler de la marque Maison Cléo, une aventure qui a vraiment commencé quand l'influenceuse américaine Leandra Medin, suivie par plus de 900 000 personnes sur Instagram, a décidé de poster un article sur la marque. Bonjour Marie, merci beaucoup de me recevoir chez toi à Lille et puis d'avoir accepté mon invitation pour parler sur le podcast. La mode, c'est une affaire de famille pour toi car ta maman est couturière. Et alors je me demandais comment elle te parlait de mode quand tu étais plus jeune. Je me rappelle pas comment elle m'en parlait, mais en tout cas, je l'ai toujours vue coudre. Et tous nos vêtements, elle les cousait, même les trousses pour aller à l'école ou les cartables, les sacs pour l'école, tout ça, tout était cousu par elle. Après, elle est pas branchée mode tendance, tu vois. Moi non plus en fait. C'est plutôt, on aime ça, on s'en fout si c'est à la mode ou pas. Donc elle a jamais en fait été mode. Ouais, si tu parles de plus ça. Textile. En fait, elle est très créative en fait. Elle va pas, elle aime bien coudre, elle aime bien faire l'action de coudre, donc elle va pas chercher à savoir toutes les dernières tendances, tout ça. Okay. Et elle te confectionnait des vêtements aussi, en plus des accessoires pour l'école ? Ah ouais, tous les vêtements, c'était d'elle, quoi. On était ses petites poupées, c'est ce qu'elle dit à chaque fois. De toute façon, elle était couturière, donc elle faisait ça en même temps que son métier, donc. Ok. Cléo, c'est le surnom de sa maman, avec son carré noir, son trait de crayon foncé sous les yeux et ses gros bijoux, un style qui rappelait beaucoup Cléopâtre. Elle a construit sa vie autour de la mode engagée. Elle a créé une marque responsable. En parallèle, elle travaille chez Vestiaire Collective, la plateforme leader dans la vente de luxe d'occasion entre particuliers. Et très récemment, elle a lancé un compte sur Instagram pour revendre des articles vintage. Marie Dewey, la créatrice de la marque Maison Cléo, est mon invitée. En 2016, tu crées ta marque, Maison Cléo, mais je crois que c'était pas forcément l'ambition de départ de créer une marque, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé alors ? Je vais m'en rappeler en même temps que toi. On remonte un peu en arrière, quelques années en arrière. En fait, je crois que c'est en décembre 2015. Je voulais une tenue pour Noël que je trouvais pas. Et du coup, je l'ai dessinée. J'ai demandé à ma mère de me le faire. Et elle est ressortie de l'atelier avec la robe que je voulais. Mais c'était vraiment exactement ce que je voulais, avec le même décolleté en cœur, la même forme fuseau, etc. C'était exactement la même chose. Et après, dans le même temps, moi, je voulais absolument consommer français exclusivement. Je voulais changer ma façon de consommer, donc j'achetais, parce qu'avant j'achetais aussi du neuf quelquefois. Maintenant, j'achète exclusivement de la seconde main ou du vintage. Donc là, je commençais aussi à aller dans cette démarche-là. Et du coup, je trouvais pas de marque française, de marque qui fabriquait en France et aussi avec des tissus naturels. Parce qu'en fait, ça, c'est aussi important pour moi. Je déteste le synthétique parce que dedans, tu as des produits chimiques, c'est mauvais pour la peau,
C'est pas agréable à porter. Enfin, je trouve ça gratte tout ça. Enfin, j'aime pas. Et du coup, je lui ai demandé après cette robe-là de me créer des débardeurs en soie. Au début, j'achetais de la soie parce que c'est ma matière préférée. Et là, du coup, j'ai créé, je crois, un Instagram du coup au printemps 2016 où je postais nos fameux débardeurs en soie. Mais c'est tout. Il n'y avait pas de site, il n'y avait même pas de nom de marque. L'Instagram s'appelait Cléo/FR. Après, on a dû ouvrir le site internet du coup en septembre 2016 parce qu'il y a des filles qui voulaient commander. Ok. Mais c'est à chaque fois parce qu'il y a quelque chose qu'on le fait en fait. Ouais. On n'a jamais prévu de faire quelque chose, même encore maintenant. S'il y a des choses qui arrivent, c'est parce que on nous sollicite. J'ai rien prévu et je prévois rien de particulier. D'accord. Et donc pour détailler maintenant un peu la démarche de Maison Cléo, alors c'est une marque transparente, en plus vous détaillez vraiment tous les prix sur votre site internet. Ce sont des pièces réalisées à la commande, des vêtements faits main, donc par ta maman qui habite à Calais et avec des chutes de tissu. Et donc comment tu as imaginé tout ce concept qui est quand même très très complet et pour quelles raisons t'es allée aussi loin dans ta démarche? Je vais vraiment à fond dans tout ce que j'entreprends et je suis très 100% ou 0%, je suis pas entre les deux. Et par exemple, si t'as 1% d'élastane dans la matière, je vais pas la prendre. Parce que c'est tout, c'est naturel ou ça l'est pas. Et après, le concept de récupérer des tissus, pareil, je me suis pas posé la question. Et après, oui, j'ai pas envie non plus de produire des tissus forcément parce que ça pollue et ça sert à rien parce qu'il y a plein de tissus qui existent qui sont déjà fabriqués. Donc pourquoi en produire? Et ça a été facile de trouver des chutes de grandes maisons de couture, de fournisseurs ou de les démarcher et puis de les racheter? En fait, nos stocks ils sont pas gros quoi. Donc on a surtout au début, donc ça s'est fait crescendo. Donc j'ai eu le temps de trouver de plus en plus de fournisseurs. Parce qu'au début, avec 10 commandes par mois, après c'est 30 par semaine depuis le juillet 2017. Donc c'est vrai que vu que c'est pas des quantités énormes, c'est pas trop compliqué. Là où ça a été compliqué, c'était pour notre collab avec Net-à-Porter. Parce que là, il y avait plus de modèles, donc là c'était hyper compliqué de trouver des matières. T'as quand même réussi à trouver tout ce que tu voulais. Vraiment le seul truc où c'était compliqué. Parce qu'après, chez nous, on n'est pas, avec ce qu'on vend sur le site. Je veux dire, si je trouve 3 mètres d'une soie, c'est tout, il y aura 3 modèles ou 2 modèles dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui nous dit plus haut, non, il faut faire une collection, tu vois. Ouais. Oui, vous gérez. Et c'est pour cette raison aussi que vous n'ouvrez l'e-shop qu'une seule fois par semaine et le mercredi? Non, ça c'est parce que c'est depuis cette fameuse commande de Léandra et ce fameux article qu'elle a posté en juillet. D'un coup, en fait, dès la publication de l'article, il y a eu 40 commandes en, une minute. C'était un truc de ouf. Et mon père, il m'a appelé ou ma mère en criant « Marie, dépêche-toi, ferme le site, ta mère, elle va pas pouvoir tout faire !» Et donc, à partir de ce moment-là, on a dû se dire on va l'ouvrir une fois par semaine, parce que là, on en a eu 40, donc il faut à peu près 1 semaine et demie pour ma mère de le faire. Donc, vu que maintenant, la demande, elle est forte, on est obligé de le laisser... de le laisser ouvert une fois par semaine. Okay. Parce qu'en fait, donc toi, tu dessines les modèles, tu les imagines, ta maman les coud, donc vous ne travaillez qu'à deux et vous n'envisagez pas du tout de recruter d'autres personnes à côté pour produire plus? Pas pour notre site, mais par contre pour des collabs, oui. C'est ce qui a été fait avec Net-à-Porter du coup et qui sera fait pour d'autres collabs qui ont lieu cette année. Okay. Donc là, on a Angèle et Christine qui sont top, elles sont de Calais aussi. Et donc là, elles aident ta maman pour tout ce qui est couture? Ouais, parce que si ma mère fait des collabs, elle a plus le temps de faire les commandes du site. Donc ouais, il faut l'aider un petit peu. Il y a aussi derrière votre concept d'autres notions, en fait, je trouve, parce qu'on se rend compte finalement que ça prend du temps de fabriquer un vêtement. Et alors, je me demandais comment s'est passée l'éducation des consommatrices sur ces aspects, notamment sur cette notion de temps. Est-ce qu'il y a eu besoin de les éduquer ou finalement elles ont assez vite compris? En fait, ça dépend. Il y en a, elles comprennent, mais il y en a, quand elles commandent le mercredi, le lendemain, pourquoi ma commande, elle n'est pas envoyée? J'ai pas reçu le tracking DHL. Non, en fait, du coup, on doit expliquer, non, la commande, elle est faite parce que tu as commandé, donc il faut du temps, et on a eu d'autres commandes aussi hier, donc il y en a qui comprennent pas, ouais. Après, c'est parce que tu as tellement l'habitude partout de recevoir ta commande, tu peux même la recevoir dans la journée, donc c'est dingue. Ouais. Mais ouais, il y en a qui comprennent pas. Par contre, à chaque fois qu'on explique, même si elles sont pas contentes au début, dès que tu expliques que c'est fait à la commande, c'est fait pour elles, etc., là, elles sont trop contentes et elles comprennent. Comme quoi, avec un petit peu d'éducation sur le sujet, on peut faire changer les choses.
carrément. Et toi, à quel moment tu as pris conscience des dérives de l'industrie de la mode, que c'était polluant, qu'il n'y avait pas de respect des droits humains? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Ça s'est fait progressivement au fil de tes expériences, de tes... Ouais, ça s'est fait progressivement et c'est vrai que là je suis de plus en plus extrême là-dessus et enfin je suis ouais, enfin c'est vrai que c'est con, on parle de vêtements donc c'est pas un bien que t'as besoin vraiment pour vivre, tu vois, c'est pas de la nourriture ou quoi. Donc si t'as envie d'une robe rouge, je sais pas, avec des volants drapés, etc., tu peux la chercher pendant 15 jours, le temps de la trouver. T'as pas besoin d'en acheter une que tu trouves directement qui est neuve, tu vois. C'est pas un... Oui, c'est pas indispensable pour ouais, vivre. ou alors même quand tu commandes quelque chose, comme chez nous, pareil, on parle de vêtements, donc c'est pas du tout quelque chose d'urgent en fait. Ouais. Et comment tu parles de ces sujets avec ta maman, parce que ta maman elle est couturière depuis très longtemps, donc comment elle a vu aussi l'ascension de la fast fashion, cette mode jetable, de toujours aller plus vite, elle en tant que couturière? En fait, on parle pas de fast fashion avec ma mère. J'en parle avec mes amis de ça pour les éduquer, et surtout ma petite sœur. Mais ma mère, en fait, elle achète que dans des braderies et des brocantes ses vêtements. Donc elle les achète à 1-2 euros. Et elle a toujours fait comme ça. Enfin, soit ça ou soit elle se les fait. Sauf que là, elle a plus le temps de se les faire avec Maison Cléo. Donc du coup, elle achète en braderie. Mais elle a toujours fait ça, même pour nous. Enfin, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de fast fashion parce que pour nous, vu que c'est un peu normal de consommer comme ça, il n'y a pas besoin on d'en parle parler pas, en fait, spécialement. Ouais. Okay. Et t'arrives facilement à éduquer? Tu me disais, j'en parle avec ma petite sœur, avec mes amis pour les éduquer. Comment tu fais pour leur expliquer sans les braquer? Parce que c'est le risque aussi que les gens après se braquent. Ma petite sœur, par exemple, elle achetait que sur Asos. Et là, elle achète du vintage, tout ça. Et elle achète maintenant des produits cosmétiques bio, des choses sans emballage. Mais ouais, je sais pas, c'est à force d'en parler. Parce qu'en fait, je pense que les gens, on a tellement l'habitude de consommer de cette façon. Parce que maintenant, c'est normal avec le marché actuel. Qu'en fait, t'as pas le temps de réfléchir à pourquoi on ferait pas comme ça. Et peut-être qu'on t'explique pas non plus qu'il y a d'autres alternatives. Donc en fait, si personne n'en parle, les gens, c'est pas parce qu'ils font mal, en fait, c'est parce qu'ils sont pas informés. Donc c'est pas de leur faute, ni parce qu'ils souhaitent pas faire autrement, c'est parce qu'on ne leur dit pas. Et j'ai remarqué aussi sur l'Instagram de Maison Cléo, tu postes souvent des messages comme ça, très engagés sur la mode, apprendre à consommer différemment. Quels sont les retours que tu as? Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir changé les mentalités? Moi, c'est l'impression que ça me donne, parce que quand tu publies les réponses des gens, j'ai vraiment l'impression que tu as réussi à faire changer, en tout cas certaines personnes, à les faire changer de mode de consommation. Tu as cette impression aussi? Oui, un peu, parce que je reçois des messages en effet de personnes qui me disent qu'elles ont carrément changé leur moyen de consommer, qu'elles achètent maintenant vintage, qu'elles font attention, qu'elles vont plus acheter de polyester parce qu'elles se rendent compte que c'est pas bien, ou alors mais en fait, comme je te disais, c'est parce que j'en parle et quand tu vois, ça fait réaliser aux gens que du coup, ah oui, c'est vrai, c'est peut-être mieux de faire comme ça, et ah oui, c'est vrai, je me rendais pas compte qu'en achetant ça, j'engendrais de la surconsommation, de la pollution, donc c'est vrai que pour moi c'est hyper important d'en parler, de prendre la parole. Si en tout cas du coup j'ai de la visibilité sur mon Instagram, autant en profiter. Et pareil, ouais, les gens me disent que elles s'en rendaient pas compte avant. Et on a l'impression que le changement il est même plus global, il dépasse le vêtement. Ouais. Que c'est vraiment tout un mode de consommation qui change. Finalement, on peut changer le monde avec les vêtements. C'est vrai que quand tu changes ta manière de consommer pour quelque chose, donc là en l'occurrence les vêtements, je pense qu'après en effet tu t'intéresses à changer pour autre chose, et c'est ce que mes clientes me disent aussi. Ouais. Et tu travailles aussi avec ta maman, on l'a dit. Comment ça se passe cette collaboration? Où est-ce qu'on pose les limites entre la relation mère-fille et la relation travail? J'ai pas du tout l'impression que c'est un travail, et ma mère non plus en fait. C'est vraiment de l'amusement. Donc déjà on n'a pas de deadline, tu sais. Par exemple, si une cliente a commandé, il faut 15 jours pour la livrer. Si ma mère elle met 17 jours au lieu de 15, personne va lui dire attention. Du coup, on n'est vraiment pas du tout dans un environnement stressant ou quoi. Donc il y a pas. Et puis elle s'amuse, elle adore coudre, elle est trop contente quand je lui envoie des photos de clientes qui portent les vêtements elle est vraiment super contente, donc c'est pas un travail vraiment pour nous, c'est plutôt un plaisir et de la passion.
Donc, je sais plus ce que c'était la question. Mais... Non, la question, c'était de savoir où est-ce qu'on posait la limite entre relation mère-fille et puis relation collaboration, on va dire. C'est que la relation mère-fille. Enfin, franchement, on le ressent pas comme un travail du tout. Okay. Et Maison Cléo, c'est quand même une vraie histoire de famille. Donc là, tu travailles avec ta maman, mais je suis allée creuser un petit peu sur le site internet. Tu parles de Louise, donc la grand-mère de ta grand-mère, et de Louisette, ta grand-mère, toutes les deux couturières. Comment elle t'influence aujourd'hui Moi, c'est Louise, la grand-mère de ma grand-mère. Donc c'est même pas mon arrière-grand-mère, c'est arrière. En fait, elle est née à la fin des années 1800. Et du coup, au début des années 1900, elle avait un atelier de couturière, de 20 couturières, je crois. Enfin, elle était à la tête de l'atelier. Et je trouve ça trop génial. Et elle avait sa marque de vêtements qui s'appelait Bourrel Guillaume. Donc Guillaume, c'était son nom de jeune fille et Bourrel, c'était le nom de son mari. C'était vraiment des étiquettes comme nous. Enfin, du coup, on a un peu repris les mêmes. Nous, c'est Maison Cléo, c'est sur fond blanc, brodeau fil d'or. Donc elle, c'est pareil, Bourrel Guillaume, brodeau fil d'or. J'ai des photos d'elle, tout ça. Elle a des robes sublimes. Elle faisait du coup, en ce temps-là, c'était que des longues robes. Et du coup, elle faisait du sur-mesure et que à la commande. J'ai des fonds de robes. On n'a récupéré aucune robe, mais il y a des fonds de robes. Et même rien que les fonds de robes, tu vois, le travail, c'est brodé à la main. Toutes les broderies, c'est pas fait par machine, tu vois, c'est fait à la main. C'est incroyable, c'est dingue. Et oui, ma grand-mère, Louisette, donc sa petite fille et la mère de ma mère, elle était couturière. Par contre, elle travaillait pour des clients, en fait, comme ma mère faisait avant Maison Cléo. Ok. Et elle t'influence quand même aujourd'hui, ces deux femmes, leur histoire, ce qu'elles sont, que ce soit pour toi personnellement ou même pour la marque Maison Cléo? Ouais, ma grand-mère, du coup, Louisette, je lui parle quelques fois et c'est vrai qu'elle a un dressing, mais alors, depuis toutes ces années, elle a tout fait elle-même et c'est que des pièces uniques, c'est avec justement des manches bouffantes, des imprimés fleuris, de l'organza, faut pas aller chez elle sinon t'as envie de repartir avec tout, mais c'est des femmes qui faisaient tout elles-mêmes. Elles faisaient en plus à côté tout ce qu'il y a à faire à côté, tu vois, dans la vie de tous les jours, ce que moi je ne fais pas en plus. Donc c'est vrai que c'est une source d'inspiration, c'est sûr. Et donc la couture finalement, elle s'est un peu transmise de mère en fille. Ouais, sauf moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as pas eu envie Non. C'est pas en fait, j'ai pas pas de patience. Ça dépend pourquoi, mais en tout cas pour la couture, pas du tout. Ma mère, elle m'a juste appris à coudre il y a 3 semaines, un petit peu, mais parce qu'on était dans le rush, donc j'ai dû l'aider à finir des commandes. Mais ouais, non, c'est pas ton truc. J'avais appris à tricoter, donc ça j'aimais bien, mais c'est parce que je le faisais dans le train en fait quand j'allais faire ma licence. Donc pendant mon temps libre, là, je sais pas quand j'aurai le temps de. En plus de tout ça. Donc j'ai pas le temps. Si j'avais le temps, je pense que peut-être que je vais en mettre à tricoter parce que j'aimais bien, mais coudre en fait comme ma mère, elle sait tout faire. Je me suis toujours dit ça sert à rien que je le fasse. Elle le fait en 2 secondes. Si j'ai un ourlet à faire un pantalon ou n'importe quoi, je lui demande, elle le fait. C'est pratique. C'est pratique, vraiment. Et donc Maison Cléo, ça fait 2 ans, grosso modo, que ça existe réellement. Ça a connu quand même un succès assez rapide, tu l'as dit. Quel bilan tu tires de cette expérience depuis 2 ans, avec un petit peu de recul, même si c'est encore jeune, mais... À mon avis, ça touche les gens. Et je me dis que je pense que quand tu commandes chez nous, tu as l'impression que c'est quelqu'un de ta famille qui le fait pour toi, comme si c'était ta grand-mère qui te faisait un vêtement, tu vois, sûrement. Je pense. C'est ce que des clientes m'ont déjà dit et je pense que maintenant, avec toutes les marques que tu as, c'est vrai que c'est quand même différent et les gens, à mon avis, ils préfèrent maintenant retourner à ce qu'il y avait avant et à vraiment avoir plus de sentiments dans ce que tu achètes. Ouais, je suis d'accord. Parce que j'allais te poser la question, c'est vrai qu'on parle d'influenceuses qui ont porté vos vêtements, de la presse et tout, mais bon, ça n'explique pas tout le succès d'une marque, quoi. Ça contribue peut-être à lancer la marque au départ, mais après, c'est les clientes derrière qui font le succès finalement. Ouais. Mais je pense que c'est ça, que maintenant les gens ont vraiment envie déjà de savoir ce qu'il y a derrière ce que tu achètes. Donc comment c'est fait, moi je poste souvent des vidéos du coup sur Instagram où tu peux voir l'envers du décor. Et c'est pareil pour moi quand j'achète quelque chose ou même hors vêtements, un meuble, j'aime bien chercher derrière ça vient d'où, ça a été fabriqué par qui, de quelle époque ça date, tu vois, c'est l'histoire derrière. Ouais, c'est ça.
Et est-ce que tes clientes, enfin vos clientes, ont évolué en 2 ans? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'au départ, c'était vraiment parce qu'on avait vu la tenue portée par une influenceuse? Est-ce qu'il y a eu un changement un peu des mentalités chez vos clientes ou... Je ne sais pas si on peut le voir, ça, d'ailleurs. Je trouve que ces derniers temps, il y a de plus en plus de clientes qui n'ont pas les moyens, pas les moyens pour s'acheter ce que nous, on vend, parce que c'est pas cher pour du Made in France du tout, hein, mais c'est vrai que quand tu achètes chez H&M ou chez ces magasins-là, tu as l'habitude d'acheter des vêtements à un prix qui n'existe normalement pas dans la réalité. Et donc, tu t'es fait à ces prix-là pour des vêtements dans ta tête. Et donc, oui, ces derniers temps, il y a de plus en plus de filles qui, je trouve, mettent de côté, en fait, pour s'acheter une blouse à 100, 120 euros, par exemple. Enfin, plus de clientes de ce genre-là qu'avant, je trouve qu'on avait moins ou pas. Qui font l'effort, tu veux dire, de mettre de côté, d'attendre avant d'acheter un vêtement. Ouais. Ok. Et vous faites donc aucune concession, on l'a dit, malgré le succès. Comment on arrive à rester en phase avec toutes ces valeurs, ces engagements, quand on connaît le succès que vous connaissez? Je veux dire, quand on a autant de commandes, est-ce qu'on n'a pas envie à un moment d'accélérer le rythme peut-être comment on fait pour pas remettre en question tout ça et rester fidèle à ce qu'on a décidé dès le départ? En fait, produire plus, pourquoi en fait? Enfin, tu vois, c'est pas. Je vois pas le but de se dire on va faire 100 blouses comme ça. Et enfin, en plus, ça n'a pas d'intérêt. Déjà, nous, on fait du sur-mesure, donc ce serait plus possible de faire du sur-mesure si on fabriquait en atelier. Par contre, le seul truc pour lequel je serais dans l'idée de s'agrandir, ce serait d'avoir une équipe de couturières qui ferait, mais par contre, ce serait toujours la commande, ce serait jamais à l'avance parce que encore une fois, je vois pas l'intérêt. Et enfin, tu sais jamais quels modèles vont être achetés, vont plaire, etc. Donc, ce serait pas du tout pour produire en avance en usine, mais toujours dans cette démarche du fait main. Vraiment, d'avoir les choses coupées à la main, pas par ordinateur. Et encore une fois, je pense que ça me stresserait d'avoir une entreprise, si on peut l'appeler comme ça, mais une entreprise trop grosse. Déjà là, pour net-à-porter, moi je suis jamais stressée du tout et j'aime pas stresser pour le boulot, quoi. Si je stresse, c'est pour les problèmes perso, quoi. Et là, c'est la première fois que je stressais. Et c'est pas quelque chose que tu veux ou dont tu as envie, je pense, quand tu lances ta marque ou ta boîte. Puisque tu t'as parlé de net-à-porter, tu as fait plusieurs collaborations, donc il y a eu celle-ci, et aussi très récemment avec la New-Yorkaise Suzanne Alexandra, qui est connue pour ses sacs en perles. Comment ça se passe du coup, ces collaborations concrètement? Net-à-porter, en fait, pour moi, c'est vraiment c'était un peu un rêve, en fait. Et c'est vrai qu'on gagne pas du tout d'argent, en fait, en faisant ça, parce qu'on leur vend le produit. Donc, c'est-à-dire qu'on le vend au moins 2,5 fois moins cher que le prix de vente que tu vois sur le site. Donc, voilà, en fait, c'est plus pour le plaisir d'être sur net-à-porter. Et c'est vrai que c'est une belle reconnaissance. Et surtout, en fait, pour moi, je pense que c'est hyper important que des marques comme nous soient représentées et soient vues par le plus grand nombre. Parce que net-à-porter, c'est vraiment, pour moi, c'est la référence des marques et des marques de luxe. Donc, le fait que des personnes qui consomment ces marques-là puissent avoir accès et connaître des marques comme Maison Cléo, à mon avis, c'est important. Et pour revenir aussi un peu sur ton engagement, on le sent que tu as des convictions et que tu es hyper engagée. Il vient d'où, d'après toi, cet engagement? Est-ce que ça vient de ton éducation? Est-ce que ça vient de... Je sais pas trop dire. Tu me poses une colle. Non, je sais pas. Après, je suis un peu à l'extrême dans tout ce que j'entreprends. Par exemple, si j'aime bien un groupe de musique, je vais pas le voir une fois, je vais le voir 30 fois. Enfin, je suis un peu comme ça. C'est plus dans ma façon d'être et dans ma nature, je pense. Pas dans ton éducation Non, je pense pas, parce que du coup, vraiment, mes parents, souvent, ils me disent que je suis trop chiante avec tout ce que je rabâche souvent, ces trucs-là, mais non, je pense pas que ça vienne d'eux. Même sur l'environnement ou la planète, ce genre de choses, non c'est plus des convictions personnelles qui sont nées au fur et à mesure. En fait, mes parents, ils sont de la génération d'il y a 30 ans, donc ils se rendent... je pense que c'est vraiment plus les jeunes maintenant qui se rendent compte de tout ça et qui se posent les questions. C'est vraiment la génération de maintenant, quoi. Et si je te dis que tu es une personne engagée, tu me réponds quoi? Je suis d'accord. Je pense que ça se voit.
Ouais, non, je suis carrément d'accord. Je sais pas si je dois l'expliquer, mais enfin. Non, mais oui, si tu peux. Pourquoi Déjà, je suis hyper fière aussi de travailler chez et pour Vestiaire Collectif parce pareil, tu vois, pour moi, c'est hyper important de travailler dans un environnement où tu es d'accord avec les convictions. Là, on vend du seconde main. Pareil, chez Emmanuel Lebas, vous vendez des choses fait main. Donc, engagée, oui, parce que j'arriverais pas, par exemple, dans le travail, à faire autre chose qu'un métier où je suis pas du tout d'accord avec les convictions, les valeurs de la boîte. Ce serait inenvisageable de travailler. Ce serait mentir. Je pourrais pas travailler. Pourrais pas mentir en fait. Et quel regard tu portes sur la mode aujourd'hui ? Est-ce que tu as l'impression que ça va quand même dans le bon sens ou tu restes un peu sceptique sur cette industrie ? Les deux. Parce que d'un côté, tu as plein de shops vintage qui se créent. Donc, depuis peu de temps, c'est vrai. Depuis 2 ans. Avant, j'en voyais pas autant. Pareil, plein de marques fait main. Encore hier, j'en ai vu une nouvelle. Vraiment, tu vois que ça bouge. Après, tu as toujours toutes les grosses marques qui, elles, ont un budget comme faramineux. Et que du coup, elles font de la com sur des nouvelles collections durables ou avec toujours des vêtements à 15 €. Après, je pense que les consommateurs sont de moins en moins bêtes aussi. Après, je pense qu'elles vont être obligées d'évoluer aussi pour pouvoir garder ces clients-là qui vont partir, du coup. Ouais, sinon, qui partiraient. Je pense que, du coup, ces marques-là, ok, elles essayent de faire croire, on fait des choses bien, tout ça, mais je pense qu'après, elles vont vraiment être obligées de vraiment les faire. Parce que maintenant, le client veut tout savoir et tout ça. Donc, je pense que ça va changer. Ces marques-là vont devoir changer de toute façon. Et quand tu dis le client veut tout savoir, vous avez eu, vous, avec Maison Cléo, d'ailleurs, des questions sur les coulisses de comment ça se passe ou vous êtes très transparent, donc il n'y a pas besoin parfois d'expliquer? Ouais, non, on n'a pas vraiment de questions, non. La chose que je peux pas dire, c'est d'où viennent les tissus quand ils viennent de grandes maisons, parce que t'as pas le droit de dire je vends un tissu de telle marque. Parce que t'as pas le droit de vendre sous le nom de telle marque. Par exemple, quand je vois un tissu que j'adore, mais t'as le logo dessus, je peux pas le prendre. Ouais. Il y a juste ça qu'on veut pas dire. Le reste, on peut tout dire. Je pense. Oui. Et tu penses que les marques pourraient être plus transparentes, que c'est assez facile finalement d'être aujourd'hui, en plus avec les réseaux sociaux, d'être transparent? Ouais, en plus, je pense que c'est ce que les gens veulent voir aussi. Comme je te disais, maintenant, t'as envie de voir les coulisses, en fait, de voir ton produit, tu l'as acheté, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment il a été fait, par qui, par quel moyen. Mais ça se fait déjà. Il y a des marques maintenant qui filment leurs ateliers, qui en montrent un peu plus justement sur les coulisses. Et c'est vrai que c'est aussi un aspect touchant, parce que tu vois un autre aspect de la marque et des vraies personnes, des vrais gens derrière. Donc, ouais. Okay. Et où est-ce que tu puises tes inspirations pour imaginer les pièces Maison Cléo? J'ai lu dans une interview que tu dis tu aimes le ringard et qu'on te surnomme la mamie. Ouais, c'est vrai. Oui, ça c'est mes collègues à Vestiaire Collectif, et surtout une en particulier qui se reconnaîtra si elle écoute. Pour tout, par exemple, si on veut acheter des post-it dans la boîte, je dis oui, mais on ne peut pas réutiliser des papiers. Tu vois, c'est vraiment la chiante jusqu'au bout. Mais sinon, la mamie, c'est plus dans mon style, parce que là, par exemple, j'ai un truc d'une grand-mère que j'ai acheté à 1 € à une braderie. Mais ouais, j'aime les trucs ringards. Moi, je les trouve pas ringards, mais apparemment, ça l'est. Tout ce qui était à la mode dans les années 70, 80, tout ça, même tous les trucs fluo des années 90 ou 80. C'est ça qui t'inspire quand tu imagines les pièces Maison Cléo? Je dessine jamais rien avant d'avoir le tissu, parce que selon le tombé de la matière, déjà je sais jamais ce que je vais avoir comme tissu au rendez-vous. Mais c'est que quand tu touches le tissu et quand tu le vois que tu peux savoir ce que tu vas faire dedans. Par exemple, une soie en mousseline, tu peux pas faire tout ce que tu veux dedans. Ça, je l'ai appris avec ma mère, parce qu'avant, des fois, je lui ramenais des tissus, je disais, tu me fais ça dedans. Mais en fait, non, c'est pas possible, Marie, ça rendra rien. Okay. Et comment tu les sélectionnes alors, tes tissus? Comment ça se passe? C'est au coup de cœur, et déjà, je peux pas dire je veux un tissu orange à tout prix, parce que peut-être que je vais pas le trouver. Donc, peu importe la couleur, en même temps, c'est toujours quand même des beaux tissus que je trouve. Après, quelquefois, quand je suis pas trop sûre, parce que maintenant je pense aux clientes. Avant, je pensais jamais aux clientes.
Maintenant, je pense à elles, à leur goût, et je commence à connaître. Et des fois, je fais par exemple, si j'hésite entre 2 tissus, je vais faire sur Instagram un petit sondage pour qu'elles m'aident à choisir. Mais oui, après, j'ai pas le choix. On peut pas dire on va faire des carreaux la prochaine saison parce que... Enfin oui, de toute façon, je vais sûrement en trouver, mais je veux dire, je sais pas s'ils vont être bleus et blancs ou rouges et noirs. Ouais, t'es jamais sûr. Et comment on explique qu'il y ait autant de tissus dormants dans les grandes maisons, chez les fournisseurs, chez les grandes marques, je pense que... Enfin, ça a peut-être changé, j'en sais rien, mais en tout cas, là, le fait est qu'elles produisent trop. Je sais plus c'est quand, c'est en janvier, je suis allée à Paris, il y avait une grande marque il y avait 2 étages de soie de cette marque-là. C'était plein. 2 étages plein à Paris, mais c'était immense. Donc t'avais au maximum 3 rouleaux de la même matière par contre, mais pour nous ça nous va. Mais donc pour eux ça fait peut-être pas beaucoup de pertes par tissu au final. Mais quand même, c'était énorme. Après, je sais pas, ils doivent pas... Je connais pas les politiques des marques, mais de toute façon, j'imagine que ils peuvent pas réutiliser les mêmes matières à la prochaine collection, parce que sinon, c'est du déjà vu. Enfin, même ça, c'est... Enfin, nous, même si le tissu dure 2 ans, on va le faire 2 ans. Enfin, on va pas le laisser de côté. Par exemple, il y a des nouveaux créateurs, souvent. Ils commencent leur première collection. Donc du coup, ils sont pas trop sûrs si ça va marcher ou pas. Donc c'est souvent les premières collections de ces créateurs-là où ils restent vraiment plusieurs mètres. Par expérience, je sais. Ouais. C'est souvent les premières collections de jeunes créateurs. Ils commandent trop ou ils produisent trop dans cette matière-là. Et du coup, je peux récupérer. Okay. Et tu as déjà eu des échanges avec les personnes que tu rencontres quand tu vas récupérer les tissus sur ce gâchis que vous récupérez. Et c'est très chouette de leur donner une seconde vie, mais... Ah mais j'ai pas du tout la personne en face de moi. Ouais. En fait, c'est racheté par des revendeurs de tissus. Donc, quelquefois, le monsieur me dit « Ah bah ça, c'est tel créateur. » Enfin, j'ai un revendeur qui connaît vraiment tous les créateurs à qui il commande. Donc, il me dit « Ça, c'est un tel, ça, c'est un tel. C'est un nouveau. C'est son premier défilé à Paris. Il a trop produit, machin. » Donc là, je vais voir des fois les noms. Enfin, je regarde, mais en tout cas, non. J'ai 0 contact avec eux et je cherche pas... Enfin... Ouais. C'est un peu délicat, enfin, je sais pas trop. Et quels sont, toi, tes projets professionnels et personnels ? Alors, professionnels, ça peut être aussi avec Maison Cléo, et Vestiaire Collective, et personnel. En fait, je me pose jamais de questions sur le futur, j'aime pas du tout penser au futur. Donc, j'ai envie de te dire, dans 2, 3 ans, 10 ans, je ferai quelque chose que j'aime bien, en fait. Même si c'est pas Maison Cléo, ce sera autre chose. Et comment t'es venu ce goût pour le vintage, la Chine, les brocantes ? Je pense que c'est l'authenticité des produits, ou enfin vraiment l'histoire qu'il y a derrière, le côté touchant, les histoires, tout ça derrière. Le côté qui humain. M'intéresse, le côté humain, c'est ça. Qui te plaît dans cette démarche-là. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une question qui me vient à l'esprit, parce que je regarde beaucoup tes stories aussi sur Instagram, et très souvent, on se rend compte qu'il y a de la copie de tes modèles. Comment tu gères ça ? Comment on gère ça quand on est créateur, qu'on voit nos pièces copiées et puis revendues évidemment à des prix dérisoires, du grand n'importe quoi, mais comment toi t'arrives à gérer ça ? Parce que ça doit être hyper frustrant. Je pense qu'au début, ça m'énervait, ça me touchait vraiment. Et maintenant, j'en rigole. Enfin, c'est pas que j'en rigole, mais en fait, je m'en fiche qu'on me copie. Le seul truc dont je m'en fiche pas, c'est que du coup, ces produits-là vont se vendre parce que les gens vont bien aimer, ils vont peut-être reconnaître et peut-être vouloir acheter la même blouse que nous, mais à 15 € au lieu de 150. Et c'est tout, quoi. Enfin, c'est le fait que ce soit des marques qui surproduisent, qui produisent mal, qui fassent ce genre de choses. Donc moi, oui, c'est ça qui m'énerve maintenant et pas. Enfin, en fait, je m'en fiche d'être copiée par une marque de fast fashion. Enfin, franchement. Et j'ai pas du tout envie de me battre contre eux ni de discuter avec eux. Enfin, déjà, ça sert à rien. En plus, on n'a pas les sous pour le faire. Et j'ai pas, même si je les avais, j'ai pas envie de le faire et de perdre mon temps à faire ça, quoi. Tu penses que le dialogue, il est pas forcément possible avec ce genre de marque ? Si, mais il faudrait que je sois en face des personnes qui s'occupent de ça, parce que là sur les réseaux, ou alors tu vas avoir je sais pas, il y a peut-être 100 personnes qui travaillent au service client, ça sert à rien. Je préférerais avoir un rendez-vous avec les personnes concernées que là. Et tu leur dirais quoi si tu les avais en face de toi ? Pour moi, ces gens, ils sont intéressés que par l'argent, en fait. C'est ça, c'est sûr. Sinon, tu ferais pas de la masse production à des prix comme ça. C'est pourquoi ? C'est pour l'argent. Donc automatiquement, on n'est pas. Je sais pas trop ce que je leur dirais. En fait, je leur poserais la question pourquoi vous faites ça, en fait
Juste, enfin, vraiment, c'est vrai que j'aimerais bien savoir la motivation de ces gens-là, enfin, à part l'argent. Je sais pas. Est-ce qu'ils sont fiers de travailler pour des marques comme ça ou, enfin... Mais oui, c'est vrai que ça m'intéresserait quand même de connaître leur avis là-dessus. Leur raison et après, savoir... ouais. Je pense toujours qu'ils vont dire oui, on essaye un peu de... Après, oui, c'est bien, mais... Tu y crois pas tellement quand H&M ou Zara dit on essaie de faire attention, on essaie de respecter les droits humains, on essaie de... En fait, le conscious H&M, c'est quoi? Déjà, j'aimerais bien aussi savoir. C'est les matières recyclées, mais après, c'est fait dans les mêmes ateliers et c'est aussi mass-produit, en fait. Donc, c'est quoi le... Et les prix sont les mêmes. Enfin, c'est peut-être 10 € d'écart, mais c'est pareil. Ils s'achètent une bonne conscience, tu penses, en faisant ça? C'est juste les matières recyclées, alors. Mais pour moi, c'est... Et après, encore une fois, pour moi, quand tu fais quelque chose, tu le fais jusqu'au bout. Là, la collection Conscious, c'est peut-être... je sais pas, hein, mais c'est peut-être 5% de H&M. Bah, ils sont pas Conscious pour autant du tout. Ouais, c'est vrai. Et alors, la dernière question rituelle du podcast. Est-ce que tu as des modèles dans la vie? Dans la mode ou pas forcément? Pas forcément, non. Ah, si c'est pas dans la mode, ce sera obligatoirement mon grand-père. Ouais. Pour tout, dès que j'ai besoin de quelque chose. En fait, c'est mon modèle dans le sens où il y a eu plein de choses dans sa vie. Là, il a 90 ans, il a eu plein de malheurs dans sa vie. Et en fait, il est toujours positif. Et ça, c'est un truc que je trouve dingue. N'importe quelle situation, tu l'appelles, tu lui expliques, il verra jamais le côté négatif pour rien. Et je pense que c'est pour ça qu'il est toujours en aussi bonne santé. C'est parce qu'il se stresse pas. Et pour moi, c'est vraiment un modèle dans ce sens-là. Je suis épatée par ce genre de personne, en fait. Et après, dans la mode, parce que tu disais, si c'est pas dans la mode, dans ce la serait mode, ton grand-père. Dans la mode, c'est pas mon grand-père, non. Dans la mode, moi, les personnes qui m'ont inspirée, dans mon parcours, c'est des personnes qui faisaient tout par elles-mêmes. Peut-être que je peux te dire que c'est encore inspirant quand je vois des personnes qui se lancent tout seules et qui osent créer leur propre business et faire tout par elles-mêmes. Parce que souvent, c'est des filles, JN. Donc oui, c'est vrai que c'est inspirant de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui osent et qui osent lancer leur propre entreprise, activité. Ouais, parce que toi, t'es un peu tombée aussi par hasard dans l'entrepreneuriat, finalement. Ouais. C'était pas prévu au départ? Non, pas du tout. Et c'est plutôt positif, finalement, comme expérience. Ouais. J'aime bien avoir ma petite équipe aussi et gérer... parce que ma mère, elle a des couturières, elle a aussi une assistante, il y a ma petite sœur qui aide, moi j'ai une assistante. C'est vrai que j'aime bien... je me suis découvert ça aussi avec mes derniers stages où j'avais aussi des stagiaires formés. J'aime bien apprendre, faire apprendre des choses. Toujours l'humain, finalement. Ouais. C'est vrai, c'est ça, exactement. Qui revient. Ouais. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et de m'avoir accordé tout ce temps. Merci à toi. Merci à Marie d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast ou abonnez-vous à notre newsletter sur le site internet nouveaumodellepodcast.com. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.